Bonjour. Troisième vidéo aujourd'hui. Déjà. Bon, troisième vidéo, encore une fois sans le vieux Gravelax. Et oui, on vous avait promis qu'il allait arriver un jour et puis bon, bah, c'est pas encore pour maintenant. Aujourd'hui, numéro spécial. Numéro spécial, oui, parce que aujourd'hui, nous allons faire... voilà, c'est le destin qui va choisir les films que nous allons... Regarde-moi ça. Il arrive. Non. Ah, comme ça on fait des vidéos sans moi? Ouais, non. Non, mais après, c'est parce que tu disais que tu pouvais pas. Ouais. Tu avais souvent tennis. Ah oui. Donc voilà, mais après, ça tombe bien. Ouais, c'est ça, on allait t'inviter de toute façon. Ça tombe super bien. En plus, c'est bien parce que tu es venu avec tes amis. Oui, je suis toujours dans la voiture, et dans le coffre, ils sont toujours là avec moi. Ah bah ouais, Amis de cœur. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression de voir l'équivalent de nos deux vidéos en une seule. Non, mais C'est bien, il faut le faire rire, ça, c'est mieux. ah putain, c'est bien, t'as ramené ton chat en plus. Oui, qui m'adore. Je pas bouger. Tu connais le principe. Ah, j'ai regardé vos vidéos, hein, de toute façon, donc c'est ce qui m'a amené. Ouais. Ah, c'est donc toi. Ah, t'as vu à quel point tu nous manquais quand même. Il manque quelqu'un. J'ai vu, ouais, puis le petit mot de Goubi, on va faire foutre le vieux. Ouais. Non, mais c'était gentil, Oui, je sais que c'est affectueux de... Le film préféré, c'est-à-dire que pour un cinéphile c'est un peu compliqué, on a 36 000 films préférés. Mon film de chevet, on va dire ça plutôt, c'est Peur sur la ville, parce que forcément, là où il y a du Gravelax, il y a du Bébel. Donc à tous honneur, tout honneur, on commence par Jean-Paul. Donc oui, en effet, d'Henri Verneuil en 1975, et c'est la première fois en effet où Bébel enfile le costume en effet de flic. C'est la première fois, parce que jusque-là c'était peut-être parfois des petits voyous, des choses comme ça, des rôles de petits malins. Donc c'est un bon polar des années 70. Ça raconte donc en effet l'enquête en effet de monsieur l'inspecteur Letellier, voilà, joué par Belmondo, qui va être en fait mis au défi par un tueur en série qui s'en prend à des femmes. C'est Minos. On va savoir assez vite qu'il a un œil de verre, etc. Et en fait, ce film-là, c'est vraiment une efficacité à tout niveau. Notamment, il y a une envie de Verneuil de faire vraiment du cinéma français, mais avec la dose américaine, l'influence américaine. Et on va dire que c'est un des rares cas, dans cette époque-là, où c'est réussi. Parce qu'il y a plusieurs modèles, par exemple, il y a une poursuite en auto, ça fait un peu penser à French Connection. Aussi, il y a Bullitt, mais ça, il avait fait un petit peu quelques années auparavant avec Le Casse, notre film avec Omar Sharif, par exemple. Et là, en effet, il y a tout quasiment qui explose pour un film français. On a quasiment sur 2 heures de film, et à un moment donné, on a une scène de 40 minutes, en plein milieu du film, 40 minutes d'action sans arrêter. On passe des toits de Paris avec des poursuites sur les toits, finalement une poursuite en auto, et finalement on finit sur les toits du métro parisien, etc. Donc 40 minutes, et c'est vraiment super efficace. Ensuite, forcément, il y a énormément, au niveau coup de cœur, il y a énormément de second rôle, de gueule. On peut penser à Charles Denner, c'est l'adjoint de Moissac, l'adjoint de Letellier. Rosie Vart, alors vous peut-être ça vous connaissez un peu moins, mais c'est Maggie. C'est une sitcom qui passait à la fin des années 80. Pour nous c'était le dimanche soir, donc en gros après c'était l'école. Maggie. Ce qu'on ne sait pas aussi dans ce film-là, c'est que finalement c'est aussi une partie du film qui correspond un petit peu aussi au giallo italien. Et c'est assez rare pour un film grand public français d'avoir cette part d'influence italienne, parce que finalement on était au début des années 70 et le giallo il est là. Alors certes on a le tueur avec les gants de cuir, on n'a pas l'arme blanche, parce que Minos étrangle ses victimes, mais pour un film grand public comme ça, et qui en plus a eu du succès, c'est aussi une partie de cinéma bis ou cinéma B qui, en fait, dans un film grand public, c'est vraiment génial. Donc moi, je me le fais
1 à 2 fois par an, ça filme vraiment un film de chevet. Là, pour le DVD, c'est réduit à la plus simple, pour le Blu-ray, c'est la plus simple expression. Et par exemple, dans le DVD, il y avait aussi la piste anglaise, donc des fois, je me fais filmer aussi en anglais. Voilà. Bon, Alors le doublage anglais est sympa. Ouais, c'est autre chose, hein, mais bon, ça change. Mais bon, au moins, on voit un petit peu l'idée. Bon, c'est une curiosité, mais on connaît tellement par cœur que finalement, ça ne note pas. Bon, voilà. Musique d'Ennio Morricone, il faut le rappeler aussi. Puis surtout aussi des cascades qui n'ont jamais été faites auparavant, notamment en hélicoptère. Pour la fin du film, il a fallu l'accord de Giscard, l'accord aussi, enfin le concours du GIGN. Hein. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, on a Belmondo, certes, on a des vraies personnes du GIGN qui sont là. Et non, pensez aussi que Bebel faisant ses cascades lui-même, c'est tout l'inverse de ce qu'il fallait faire pour les réalisateurs, parce que les réalisateurs c'était l'inverse, il fallait cacher que c'était une doublure. Là c'est l'inverse, il faut montrer que c'est Belmondo qui fait la cascade, et donc il y a souvent, même dans ce film-là il y a aussi, c'est dès qu'il fait la cascade et qu'il a fini, il y a le regard caméra, la tête en direction de la caméra, sauf qu'il a le regard caméra, mais pour montrer que c'est bien Bebel qui fait ses... Une petite anecdote aussi, c'est que le fait, on voit sur la jaquette qu'il y a aussi le dialogue Francis Weber. Ah oui. Et oui, alors donc il y a une touche d'humour. Après, c'est vrai que en lui-même, Weber, dans ses mémoires, n'est pas très tendre, avec notamment les collaborations avec Belmondo, parce qu'il avait aussi collaboré sur le Magnifique. Vous voyez pas, je pisse mon sang. Je suis crevé. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Donc on est en 2000, hein, c'est l'année où j'ai le premier lecteur DVD qui était une grosse machine. Et ça a été en effet le coup de cœur cinéma en fait, de la fin des années 99. Oui, c'était American Pie, donc j'avais 19 ans à l'époque, ça remonte. Et en fait c'est un film à l'époque où moi je l'avais vu, et c'était sorti début décembre 99. Et en fait j'avais amené tous mes amis un par un voir le film plusieurs fois pour les convertir. C'est pas un ami ça. Finalement pour l'époque ça allait quoi. Donc, parce qu'en fait chaque génération a son film ado de référence en fait, et forcément ça ne m'étonne pas qui pour l'époque, c'est vrai que ça semble un peu, alors peut-être pas forcément ringard, mais ça commence à dater parce qu'il y a beaucoup de copies finalement. Et finalement celui-là, oui, ça a été le premier finalement quand il a fallu acheter un film, ça a été celui-là. Parce que surtout aussi pour l'époque, non seulement il y a le DVD, il y a le côté, c'est le film que je vais pouvoir regarder autant de fois sans que la qualité se détériore, contrairement au VHS, et c'est aussi le début aussi des bonus. Et notamment par rapport à ce film, il y a aussi l'idée de version unrated, donc avec, on nous promet par exemple, on verra plus de tartes, on verra plus de Nadia, il y a un peu plus aussi de plans un petit peu scabreux, notamment la bière avec un petit ajout, voilà. Et donc en effet, il y a tout ce côté interactivité, voilà. Bon, et puis finalement, premier film, celui-là il passe bien. Le 2 aussi, finalement, le 3 c'est celui qui pour moi, si on prend vraiment les officiels, quoi. Il y a le 4 aussi. Et après il y a le 4, en effet le 4 où là, par rapport à ce que ça raconte une réunion 13 ans après, ça s'en sort correctement. Donc là en effet, pour le premier, ça reste vraiment le début d'une nouvelle... À peu près, ça correspond aussi à ma génération, donc forcément c'est le premier DVD que j'ai acheté, c'est celui-ci. Tu l'as vu, Boubi? Non, j'ai pas vu, j'en ai juste vu des extraits. Mais c'est culte. Ouais, mais c'est vraiment le genre d'humour qui moi me parle pas, donc... moi aussi. Bon, on sait jamais, dans une soirée entre potes, peut-être que je serai amené à le voir, mais je le regarderai pas tout seul. Ah non, ça me fait mal partager. Justement, c'est pour ça, moi, l'idée c'est dès que je l'ai vu tout seul, l'idée c'est faut le partager, et donc, on emmène... Écoute, c'est très bien. Très bien. Je savais que ça allait arriver. Dernièrement, pas plus tard qu'hier, d'ailleurs il est ici. En effet, donc une belle édition du Chat qui fume, de toute façon quasiment tout, c'est pour ça aussi, ça me permet de placer aussi un hommage au Chat qui fume et ses belles éditions, notamment. Donc la bête tue de sang-froid, mais bon, d'ado lado, alors il faut bien expliquer, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que la bête tue de sang-froid, donc c'est l'édition Blu-ray, mais moi je l'avais avant en DVD sous le titre, et qui correspond au titre original, Le Dernier Train de la Nuit, donc qui correspond à la traduction du titre italien. Tandis que la bête tue de sang-froid, c'est la traduction d'un autre film, mais qui ne correspond pas à ça, La Clinique sanglante de Fernando Di Leo avec Klaus Kinski,
mais donc en effet, il ne faut pas confondre les deux. Donc en effet, le titre français de l'époque, le Chat qui fume a repris le titre français de l'époque, La bête tue de sang-froid, mais bon, le retitrage italien, c'est toujours un peu compliqué. Alors, bon, La bête tue de sang-froid, rapidement, dire de quoi ça... À la limite, Le Dernier Train de la Nuit, c'est beaucoup plus explicite, de quoi ça parle. C'est en fait ces deux jeunes italiennes font leurs études en Allemagne et qui, pour Noël, doivent regagner la famille ou mon entourage, les parents de l'un et l'entourage de l'autre, pour en effet passer Noël. Mais le problème, c'est que dans ce train de nuit, en effet, elles vont faire une mauvaise rencontre avec deux voyous, plus une bourgeoise qui s'acoquine avec les voyous, qui va être brillamment jouée par Masha Beryl. C'est un très bon film. Alors, rappelez qu'on est en 75, comme Peur sur la nuit, par hasard. C'est aussi la musique d'Ennio Morricone, qui est importante parce que c'est tout bête. Alors bon, il y a le générique et de début et de fin, qui est une chanson de Demis Roussos, d'accord, qui est un peu plus légère, voilà. Et par contre, pour ce qui est en effet de la musique d'Ennio Morricone, c'est surtout un tout petit ajout, c'est qu'un des deux voyous, il a un harmonica. Ça rappelle une technique fois dans l'Ouest. Chaque coup qu'on entend l'harmonica arriver, ça veut dire danger. Le producteur qui a dit à Aldo Lado, aux États-Unis en ce moment, ce qui marche bien, c'est le style Rape and Revenge, avec notamment, on peut penser 3 ans auparavant à La Dernière Maison sur la gauche de Wes Craven. Il y a un malheur qui arrive et on se venge de ce malheur. Et finalement, c'est vrai qu'on peut dire à l'Italien à l'époque, et même après, dans les années 80, il y a un filon, ils le suivent, ils appliquent une recette et c'est tout, ils ont pompé. Là, non, on n'est pas, même si on peut être dans quelques parties sur un schéma identique à celui de La Dernière Maison sur la gauche, déjà, il y a quelques originalités ici au niveau du montage, parce que contrairement à La Dernière Maison sur la gauche, on a toujours une alternance entre ce qui se passe dans le train avec les deux jeunes filles et la famille qui attend l'arrivée des deux jeunes filles. Donc il y a un gros travail sur le montage. Il y a aussi l'idée du train, ce qui n'est pas le cas dans La Dernière Maison sur la gauche, l'idée d'un endroit duquel on ne peut pas s'échapper. Vraiment, et après, il y a aussi chez Aldo Lado, ce qui est bizarre, c'est que le message central, c'est la critique de la bourgeoisie. Parce qu'on peut dire c'est deux petits voyous, c'est eux qui sont les méchants, alors ils ne sont pas excusés totalement, après ils ont leur vice, ils se droguent, etc. Ils commettent des actes répréhensibles, mais par exemple ils sont manipulés par Masha Beryl, très bonne, vraiment, on a toutes, pour moi le film il est à voir pour elle, c'est un des personnages qui au départ justement n'était pas trop développé dans le scénario, et qu'Aldo Lado a développé quand il a vu que c'était Masha Beryl qui allait la faire, parce que c'est vraiment toute l'hypocrisie. D'ailleurs elle a une petite voilette, elle a un chapeau avec une petite voilette, et quand elle l'enlève, elle montre son vrai visage d'hypocrisie, mais elle a un sac par exemple qui est... voilà, il vaut mieux qu'il reste fermé parce que par exemple, elle a un discours très conservateur, finalement, il y a un moment donné où je peux dévoiler une des scènes, où elle fait tomber un peu de choses qui contiennent son sac, et on voit des photos porno par exemple. Voilà. Donc bon, je ne veux pas trop en dire plus, je veux dire que ça a servi de modèle par exemple à Eli Roth pour Hostel 2, parce qu'il y a un moment donné où il y a aussi un petit passage dans le train, qui a eu aussi un petit... Moi j'aime bien les films de petits malins, parce qu'il y a eu un côté petit malin pour éviter la censure. Okay. La première fois ça n'a pas passé, et la deuxième fois en fait ils se sont arrangés pour que ce soit le dernier film qui soit vu dans la journée, pour que ceux qui visionnent soient fatigués, que ce soit un changement de commission, etc. Et finalement oui, ils sont passés là. Je veux dire, pour le Chat qui fume, pour défendre, on a pu parler d'Ecstasy of Film, de ESC, etc. Dire qu'ils accompagnent bien leur film, donc non seulement les bonus dedans, il y a une interview fleuve d'Aldo Lado, le réalisateur, qui fait 1h15, etc. Ils ont retrouvé aussi une des deux jeunes actrices, qui maintenant est moins jeune forcément, mais voilà, des interviews carrière. Et puis pareil, parfois aussi ils font des livres, la conversation qu'Aldo Lado qui revient sur toute sa carrière, film par film, donc notamment sur Le Dernier Train de la Nuit, voilà, il n'y a pas de problème. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les Frères Lumière, je sais bien connu, il était sympa. Donner d'autres conseils pour la caméra. Le plus vieux, donc c'est 1913, et c'est le coffret donc céréales, en effet, les céréales noires de Louis Feuillade,
avec donc deux serials différents. D'abord 1913-1914, Fantomas. Alors il faut rappeler qu'à l'époque, Fantomas c'est contemporain. C'est des serials qui sortent aussi dans les journaux, avec Sous-Vest notamment ici comme auteur, et qu'ils en sortent 32 enfin, voilà, assez rapidement, donc il n'y a pas 32 en 32 mois, quelque chose comme ça. Donc là, dedans, on a les 5 épisodes. Et on a 1915-1916, c'est Les Vampires, qui est un groupe criminel dirigé par une femme qui s'appelle Irma Vep, qui va être interprétée par Musidora, qui est la belle femme de l'époque, le fantasme de beaucoup, qui sera la muse notamment des surréalistes qui viendront juste après, et notamment le fantasme parce que il y a certaines parties où ils sont collants-moulants. Voilà, donc ça laisse apparaître les formes, et c'est peut-être l'ancêtre de Catwoman, par exemple. Pensez un petit peu, si on veut faire un petit parallèle. Voilà, donc là en Blu-ray, j'ai profité de l'Amazon Prime Day, en effet, j'avais hésité à l'époque, parce que ça fait quand même 70 €. Ouais. Mais le truc, c'est que maintenant, il est à 160. Ouais. Voilà. Et donc, en effet, très, très bien fait. Restauré comme jamais. On a aussi deux aspects du serial. C'est-à-dire, d'un côté, on a Fantomas qui est beaucoup plus réaliste, parce que d'ailleurs, c'est basé, justement, comme je vous ai dit, sur déjà des écrits qui sont déjà là, même si c'est contemporain. On se base, il y a un matériau de base sur lequel Feuillade est parti, même si parfois il glisse un petit peu vers le fantastique. Par contre, Les Vampires, là il est parti, vraiment, il a quasiment écrit, je ne vais pas dire à l'instinct, mais au jour le jour, et c'est beaucoup plus improvisé, lyrique. Il y a un côté un petit peu aussi trouble, ambiance trouble, il y a quelque chose de trouble qui est derrière, une société qui manipule, comme ça. Et donc on aura ça par exemple chez Franju, pour aux visage par exemple, ou aussi par exemple on a ça du côté de Fritz Lang avec le docteur Mabuse par exemple. Donc en effet, on a ça qui est très très bien fait. On a sur deux serials, on a deux aspects un peu différents. C'est restauré magnifiquement, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Ensuite, il est très bien accompagné par des bonus, notamment il y a trois suppléments autour de Musidora l'actrice. Donc deux films qui ne sont pas de Feuillade, mais où Musidora est dedans. Dont un qui est même un pastiche des serials. On se moquait déjà des mécanismes, il y avait déjà une petite mise en abîme. Et après, il y a un documentaire d'Arcé Averti, ça aussi, Jean-François Averti de l'époque, qui a fait un documentaire aussi sur Musidora. Ensuite, il y a un gros module de 25 minutes sur la restauration. Voilà. Et ensuite, en effet, il y a des interviews, etc. Donc c'est très très bien fait. Et donc c'est vraiment une pièce importante. Voilà, c'est une pièce du collectionneur. Donc je suis content que ce soit aussi celle-là la première au niveau de la date. Et d'ailleurs, ça m'a tellement passionné, il avait acheté, là ils ont fait un petit livre aussi sur Fantomas. Alors c'est pas sur les vampires, mais sur Fantomas. Donc je me suis, dans la vidéothèque, je le mets à côté. Voilà. Ben moi je connaissais pas du tout. Louis Feuillade. Fantomas je connaissais, mais Louis Feuillade je connaissais pas du tout. Alors, on a Méliès, on a Lumière, et on a Louis Feuillade. Tu connaissais? Ouais, Feuillade. Ouais. Ah. T'avais déjà vu des trucs Non, j'ai pas vu, mais j'ai étudié un peu dans mon master de cinéma, donc on va parler un peu. Et pour le coup, j'ai vu un extrait justement de Fantomas, mais vraiment projeté avec la pellicule de l'époque. Ah oui. Donc, ah ouais. Non, franchement, belle pièce. Dis-toi que ça vient de sortir. Dr. Sleep, voilà, donc de Mac Flanagan, en 2019. Là, non seulement, on a le film dans une très bonne édition, plus, en effet, le film qui fait déjà 2h30 à la base, se voit proposer aussi une version, la version inédite, ou la version Director's Cut, on va dire ça comme ça, où il y a une demi-heure en plus, donc ce qui fait qu'on atteint les 3 heures. C'est une adaptation qui est réussie, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les adaptations de Stephen King. En fait, c'est une adaptation doublement réussie, parce que non seulement c'est la suite du Shining de Stephen King, donc, qui lui-même avait fait la suite en roman, mais aussi la suite du Shining de Kubrick. Et là, en effet, McFlanagan il réussit le tour de force
de réussir à faire une double suite. C'était assez compliqué et de façon assez brillante. Alors, rappelez vite fait de quoi ça parle. C'est en effet, on retrouve le personnage de Danny Torrance qui était donc le fils de Nicholson, enfin de Jack Torrance dans le Shining original, donc qui a ce pouvoir du Shining. Et il communique avec d'autres, notamment une jeune fille qui a le Shining, Abra, voilà. Mais par contre, ils sont confrontés à une sorte de groupe, le Nevray, le groupe du Nevray, qui cherchent eux-mêmes à s'accaparer le Shining pour s'auto-régénérer ou quelque chose comme ça. La version en plus, on voit, c'est très bien fait, c'est fait en chapitres. Voilà, c'est 6 chapitres. Ensuite, le côté où il y a plus de profondeur pour les personnages, ça c'est assez logique. On revient un peu plus aussi et sur Dick Hallorann, qui est l'entretien noir du premier Shining qu'on voit au début du film, forcément, puis à l'âge arrivant, il meurt. Mais voilà, le plus important. On retrouve aussi une scène inédite avec Henry Thomas qui a repris un petit peu les traits de Nicholson, du personnage de Jack Torrance. Donc là aussi, une scène inédite dans les fameuses toilettes rouges de l'Overlook. Il faut rappeler aussi qu'on en a discuté, on a déjà parlé dans le... Je l'avais recommandé sans l'avoir vu. Ah oui, on en a parlé dans le top 2019 du TF1 et je pense qu'on était même à 2 ou... Nous deux, et Casa l'a pas vu, donc voilà, on n'en a pas parlé. Donc nous deux, voilà, avec Goubi, on l'avait recommandé, donc on en a déjà discuté un petit peu. Et notamment, en plus de Ronan Gregor, le très beau personnage, c'est de Rebecca Ferguson aussi. Voilà. Que le véritable réalisateur qui a une âme et qui veut vraiment le faire correctement, c'est vraiment réussi. Et là, on voit même la reconstitution pour retrouver les cadres, les perspectives, etc. dans l'Overlook, pour recoller à ce qu'avait fait Kubrick. C'est vraiment un travail de fourmi et vraiment très, très très fort. Et encore une fois, là, l'avantage, plonger directement dans les versions longues, quoi. Ça rend vraiment pleinement justice au film. Viens parmi nous, Seigneur, dans le silence. L'excellent coffret, voilà, édition 40e anniversaire en 4K du Voyage au bout de l'enfer, que j'avais déjà en Blu-ray, mais visiblement plus ça avance, plus Canal améliore la qualité visuelle de ce film, et là visiblement ça sera l'édition définitive. Voilà, le chef-d'œuvre de Michael Cimino, le début, la fin, parce que à peine il aura l'Oscar du meilleur réalisateur, du meilleur film, etc., que il signe pour La Porte du Paradis, qui lui aussi est un chef-d'œuvre, mais coulera une bonne partie de sa carrière. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mots pour faire la pub. Donc, je propose vraiment le deuxième arrivage, qui est donc chez Carlotta, qui est donc le steelbook des Révoltés de l'an 2000. Bon, c'est le titre français, il faut faire avec. Ce film espagnol, donc plutôt le titre espagnol, c'est, si on traduit, c'est Qui peut tuer un enfant dans la relation. Donc de Narciso Ibáñez Serrador, un film de 1976. Alors rapidement, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est un couple d'Anglais, donc Tom et Evelyn, qui débarquent dans une station balnéaire d'Espagne. C'est du côté de Marbella, c'est entre Malaga et Gibraltar. Ils ne se sentent pas trop bien et ils voient qu'il y a une petite embarcation pour aller dans une île où il n'y a pas trop de monde. Donc ils y vont. Voilà. Et en fait, quand ils arrivent, le village est totalement abandonné et peu à peu, les rares personnes qui croisent sont des enfants qui ont des comportements pas normaux, enfin pas normal. Et surtout, ils se demandent peu à peu qu'est-ce qui arrive à la population adulte. Et ils vont voir que peu à peu, les enfants ne sont pas très clairs. Voilà. Le réalisateur est très rare, il n'a fait que avant un autre classique qui est La Résidence. Bon, voilà. Le problème, c'est que La Résidence, il n'y a qu'une édition en DVD de René Château, mais toute pourrie, que la version française. Voilà. Donc il faudrait aussi qu'il y ait un travail de restauration sur celui-ci. Puis après, il a travaillé beaucoup plus dans la télévision espagnole, avec les histoires pour ne pas dormir. Voilà. Mais au niveau cinéma, il n'y a quasiment que ces deux films-là. Donc très rares, mais très puissants. Et finalement, il y a un côté très sec, parce que par exemple, il ne veut pas donner une origine fantastique au comportement des enfants.
dans le roman dont c'est tiré, il y avait une poudre jaune qui les rendait fous. Là, non. En fait, le réalisateur a hésité longtemps à placer la séquence au début ou à la fin. Finalement, il a placé au début. C'est des images d'archives. On a aussi bien les camps de concentration avec des enfants, le Vietnam, le Nigeria, etc. Où les enfants sont maltraités, parce que finalement, la question qui peut tuer un enfant, on dirait personne. Voilà. Et finalement, on voit que les enfants innocents ont été victimes. Voilà. Donc on a ce côté-là. Et finalement, dans cette île-là, ils reprennent le pouvoir et décident de se désocialiser complètement du monde des adultes. Et du coup, alors, bien sûr, il y a des images assez sadiques, notamment une piñata humaine. Voilà, charmant, c'est charmant. Et en fait, on a vraiment une ambiance très spéciale dans ce film-là. On est vraiment dans l'inconfort total, parce que tous les repères qu'on a de l'enfance en tant que pas de l'innocence, de la découverte, etc., bah là, c'est complètement faussé. Et finalement, on se retrouve même à la limite à la place des adultes, parce qu'on ne comprend pas comment des comportements comme ça, et des comportements comme ça puissent avoir lieu chez les enfants. Finalement, là aussi, c'est important de remettre la main dessus, parce que quand c'était longtemps introuvable. Si c'était trouvable, c'était pas forcément dans des versions intégrales, c'était charcuté. Voilà. Donc là, en fait, l'avantage, c'est vraiment des conditions optimales en fait, pour redécouvrir cette œuvre-là qui est très, très importante et qui a un climat vraiment très, très pesant, quoi, en fait. Encore une fois, c'est ce qu'on voit, c'est des films très... Voilà, je ne vais pas dire série B, mais c'est un peu ça, c'est de l'exploitation. Et pour autant, c'est intelligent. C'est vraiment... enfin, surtout, ouais, on sortait de la dictature de... On était encore entre deux, c'est-à-dire que Franco était mort, mais... comment dire, il n'y avait pas encore la démocratie rétablie totalement en Espagne. Donc on fait passer par le fantastique pour faire passer des messages, c'était le meilleur moyen. Quelle est ta plus grande fierté? Tu sais, la chose qui te tient à cœur, qui est ancrée en toi, celle que tu as envie de présenter à tes proches, à ta famille, tes amis, au monde entier, à l'univers. La pièce qui donne à ta collection la plus grande valeur sentimentale aux yeux de ton âme. Celle que tu emporterais sur une île ou dans ta tombe pour te souvenir après la fin de ta vie à quel point elle était belle, à quel point elle était radieuse. Nous voulons connaître, Gravelax, quelle est ta raison d'être ici-bas. Vas-y mon petit vieux, c'est ton moment. Alors, plus grande fierté, c'est réussi une très belle pièce. Voilà, c'est le coffret donc, chez Wildside, en effet de 1900, donc de Bertolucci, qui est quasiment, on va dire, une œuvre inespérée, puisque à la base, à la sortie, c'est un film maudit. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quelques scènes quand même assez sulfureuses. Donc, dire vite fait de quoi ça parle, c'est, on va dire, à peu près, pour faire très simple, 45 ans d'histoire de l'Italie à travers deux personnages, donc de 1900 à 1945. Voilà, deux personnages en effet, donc joués un par De Niro, Robert De Niro, et l'autre par Depardieu. Alfredo, fils du propriétaire, et qui peu à peu en effet va dériver malgré lui vers le fascisme. Tandis qu'on a l'inverse, Depardieu, donc Olmo, qui est plutôt en effet voilà, fils de paysan, même bâtard, voilà, et qui lui va plutôt partir vers le camp socialiste. Et c'est un petit peu la destinée de deux personnages qui, à travers leur histoire, vont raconter l'histoire de l'Italie. Alors bien sûr, c'est une œuvre somme, puisqu'on a au total 5h30, en effet, bon, deux parties, hein, bien sûr, mais 5h30 quand même. Dire qu'en effet, voilà, il y a quelques petites scènes, notamment une scène de masturbation collective par une prostituée de Depardieu et de Niro. Voilà, donc un peu sulfureux, le côté aussi, ce qui choquait déjà à l'époque, hein, le journal, le personnage fasciste joué par Donald Sutherland qui, à la fin de la première partie, tue un chaton. Oh, ah oui, voilà. triste. Bah oui, petit chaton. Voilà. Le gros travail d'édition de Wildside, en effet, alors dedans, on a 3 Blu-ray, 3 DVD, un livret qui
on peut regretter peut-être le fait qu'il y ait un peu de texte, 21 pages, quelque chose comme ça, et puis pourtant le livret fait 160. Après, très bien aussi, au niveau des bonus aussi, on a un entretien avec Bertolucci, quasiment avant 6 mois avant qu'il meure. Voilà. On a le making-of d'époque, aussi, quasiment 1 heure, interview de Niro de Sutherland, un documentaire sur la restauration du film, et en effet, une discussion avec Storaro, Vittorio Storaro, qui est le directeur photo, notamment aussi, il n'a pas fait que ça, il fait aussi Apocalypse Now. Donc bref, très bien fait, magnifique pièce. De Niro, la rencontre de Niro et de Depardieu aussi, où finalement c'est à jeu égal, alors que Depardieu était connu, on va dire, depuis 2 ans seulement. Et même il raconte ça que, voilà, il avait dit, si Bertolucci me veut, il me paye pareil que l'américain, que De Niro. Et donc il a obtenu gain de cause, il était payé moitié moins, quelque chose comme ça. Et non, après, pareil, une interprétation de fou. Encore une fois, ça passe tout seul. Et c'est bien quand même que le temps rende justice au fait qu'on avait un film maudit à la base et qu'on puisse reconnaître en effet les qualités. Mais bref, voilà, c'est quelque chose de magnifique, inespéré, et qu'on peut retrouver dans les... Voilà, on peut l'apprécier au maximum, ne serait-ce aussi que par les bonus, qui sortent du film. Voilà, c'est vraiment une belle pièce, vraiment une très belle pièce. Donc déjà oui, c'est que DVD, hein, DVD ou Blu-ray. Oui, sinon moi ça aurait été Florian ici qui a tiré la légende, etc. Markovitch par Jean-Christophe. Bon, c'est une honte, oui et non, parce que finalement, au fil du temps on l'aime bien. Oui. Avec tout le temps qu'on lui consacre quand même à son œuvre, on l'aime bien. Voilà, d'ailleurs ça lui fait une petite promo, voilà, ça. Contre ça. Puis on fait une promo aussi pour l'épisode, nos épisodes sur le podcast, que tu l'as vu, audio. Ah oui, un double épisode plus un commentaire audio. Ouais. Donc non, voilà, alors c'est vrai, plus grande honte, oui et non, pas forcément, mais oui, il y a le côté nanar, oui, parce qu'il fait les belles pages de Nanarland, mais on est vraiment entre le nanar et le navet. Donc Le Faucon de 1983 de Paul Boujna avec Francis Huster. Donc quand on disait avec Peur sur la ville, le polar français avait des belles heures, là les années 80, ça devient compliqué. Et surtout que là c'est un projet qui n'a pas de sens du tout. Il y a des gros problèmes de rythme, ne serait-ce que le générique de départ, il fait 4 minutes, il y a des noms qui défilent, c'est noir sur blanc. Et encore 4 minutes c'est pas suffisant parce que quand le film démarre, il y a encore des noms qui défilent, etc. Bon, après Francis Huster en flic, visiblement on ne lui a pas dit qu'il fallait courir, il fallait courir dans le film, donc il court, mais au bout de 100 mètres il commence quand même à galérer sévère. Voilà, donc ça, il y a eu sa passion, même le personnage, il y a une sorte de marotte durant tout le film où il bouffe des cheeseburgers, des hamburgers, voilà, c'est hamburger d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai envie, moi? D'un hamburger avec des fromages. Qu'est-ce que c'est un cheeseburger, c'est ce que c'est? C'est ça le ketchup? Il y a quand même quelques petits grands noms, futurs grands noms qui sont là. Vincent Lindon, en collègue d'Huster, Isabelle Nanty, Agnès Jaoui, dans le secondaire. Et surtout, il y a des choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire les dialogues, c'est même pas la peine. Les situations, c'est-à-dire qu'on démarre avec un flic, Francis Huster, qui s'appelle Frank Zodiac, qui est traumatisé par l'accident de sa femme, accident de voiture, et on suppose, même si c'est pas démontré, que y a un malfaisant, un voyou, qui serait responsable de cet accident, mais c'est même pas sûr. Voilà. Et donc il retrouve la trace de ce voyou par hasard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Deus ex machina dans le film. C'est-à-dire que des moments où il poursuit le bonhomme, et bizarrement ses collègues arrivent, des renforts alors qu'ils appellent même pas, alors dans Paris, etc. Paf, il le trouve, il tombe dessus, très bien. Mais pareil, il sait exactement où chercher, mais sans avoir enquêté. Il sait dans quel coin il doit aller se renseigner, etc. Mais il ne s'est jamais justifié. C'est dans les scènes coupées. C'est coupé, ouais. Il y a beaucoup de ça, des moments qui n'ont pas de sens, comme
le moment où ils se retrouvent dans un parc, face à face, avec l'assassin qui a, enfin le voyou qui a le pistolet, et donc il se fait braquer, etc. Donc on suppose qu'il va, on va lui tirer dessus. Bah là il y a un gamin qui passe à vélo devant le méchant, et donc tac, ça le bloque et il se barre. Voilà. C'est un film qui a vraiment pas de sens, qui a pas de rythme, c'est vraiment en random total. Bref. Bon, ce qui fait qu'on est entre le nanar et... c'est pas un film plaisant à suivre pour un nanar en fait. Spartatouille ou Orgy Movie, bon voilà, la Carmen Electra, voilà, donc ce qui en gros fait une parodie de 300. SS Camp 5, l'enfer des femmes, alors qui en effet est un exemple de ce qu'on appelle la Nazi Spotation, dans les 60, enfin, c'est même très court, hein, je crois que c'est 76-77, c'est sur 2 ans. Il y a une partie du cinéma italien bis qui va utiliser en effet ce mélange entre érotisme et torture, parce que finalement c'est dans des camps voilà, où ils sont souvent des femmes, hein, ici sont torturées, et franchement, bon, certes, il faut savoir, enfin, faut pouvoir juger pour pouvoir critiquer, c'est le cas. Mais donc à l'époque, ça se vendait, donc bon, satisfait ma curiosité, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment l'égout du cinéma, quoi. C'est vraiment du très mauvais. Il n'y a aucun plaisir coupable, ou si on a du plaisir devant ces films, bon, il fallait peut-être aller consulter. Et donc c'est vraiment, j'avais un truc à dire honte, vraiment honte, ça serait ce film-là, ou voilà ce qu'on appelle tous les nazi porn, nazi spotation. Pourtant c'est indiqué chef-d'œuvre. Dans le genre peut-être, mais oui. Chef-d'œuvre, oui, bah, le chef-d'œuvre de Sergio Leone, qui faudrait voir sa filmo, mais bon, ça doit pas être très glorieux. On va en reparler dans le top décennie. C'est mon coup de cœur vraiment, c'est un film français, alors qui est seulement en DVD chez nous. Le goût des merveilles, donc de 2015 d'Éric Bénard, voilà, Virginie Fira et Benjamin Laverne. Et donc, absence de DVD, ça permet de faire une catégorie aussi, bien sûr je choisis une autre. Il est disponible seulement en DVD, en Blu-ray allemand, voilà, si on veut l'avoir. Cigarette et chocolat chaud, donc de Sophie Rennes, donc 2016, avec Gustave Kervern, en effet, et donc qui raconte en gros un père veuf aussi, tiens, un peu la même chose, qui a 2 filles, voilà, et qui a un petit peu du mal à joindre les 2 bouts, puisqu'il y a quand même 2 boulots, notamment un dans un sex shop, et il y a un moment donné où il ne peut pas aller chercher une de ses filles à l'école, et on leur place une assistante sociale, et entre guillemets, Kervern va devoir faire un test de parentalité pour savoir si on lui retire ou pas ses 2 enfants, la garde de ses 2 enfants. Et c'est un film tout en tendresse. Il y a David Bowie qui, la musique, qui joue un rôle dedans aussi. Bref, un film aussi très tendre. Voilà, éventuellement celui-ci. Je suis un petit peu le défenseur des causes perdues, parce que c'est un film que j'ai vu à sa sortie le 21 juillet 2004 à Nice. J'avais emmené ma petite amie de l'époque et ma cousine. Je les avais invités gracieusement. Voilà. Pas merci. Et donc en effet c'est Atomic Circus, le retour de James Bataille, donc des frères Poirot, qui est un film en fait bien spécial, parce que bon, et quand je dis défenseur des causes perdues, parce que finalement je l'avais trouvé fun, vraiment bien, et quand le film s'est terminé, bon, il fait 1h27, il passe très vite, en gros la réaction de ma cousine, ma petite amie de l'époque, c'est heureusement que tu nous as invités. On n'aurait pas payé pour voir cette merde. Enfin, c'est Dixit. Hein. Voilà. Et donc, on a un film très spécial, très singulier pour le côté français, en effet, donc les frères Poirot qui sont montés. Et pour moi, certes, c'est un film imparfait, notamment la fin, qui est quand même un peu bancal, qui plus est n'était pas la fin d'origine prévue. Et l'idée, en fait, pour situer l'action du film, on est dans le village de Scotlet. Voilà. Se prépare le festival de la tarte à la vache. Okay. Et donc, notamment, il y a un micro-crochet qui est prévu au soir. Et donc, il y a la fille du chef un petit peu de la ville, donc c'est Bosco, qui est joué par Jean-Pierre Mariel. À la base, c'était un rôle qui devait aller à Jean-Yann, mais il est mort 6 mois avant. Donc, par amitié, Mariel a repris le rôle.
Donc il y a sa fille, donc Concha, jouée par Vanessa Paradis, qui écrit des petites chansons, etc. dans son coin. Tombe amoureuse du cascadeur qui vient faire une cascade en moto, Mickey Sloop, et qui a donc James Bataille, et qui a donc droit à 133 années de prison. Et finalement, le film nous raconte comment James Bataille s'évade de prison, va vers Scotland, qui rejoindra à la fin, et vraiment ce côté où le truc du film, c'est qu'il y a en même temps des extraterrestres qui arrivent et qui menacent en effet la ville de Scotland. Donc on voit des sortes de tentacules, etc. sur pattes. Et dedans, on a aussi Benoît Poelvoorde qui joue le rôle d'un impresario qui se perd dans Scotland. Un impresario vraiment ignoble, Alan Chias. Cacamoulax. Et qui lui-même se fait piquer le cul par des tentacules et qui va peu à peu se transformer. Donc, bref, si vous voulez voir Poelvoorde qui se transforme en une sorte de mouche. Si vous voulez voir Vanessa Paradis, il faut aimer aussi parce qu'il y a des moments où elle chante. Bon, et à la limite, c'est intéressant parce que c'est ceux qui font la musique du film, c'est un groupe nantais, les Little Rabbits, et ça donne à quelques chansons qui sont faites pour le film, Ma Pétroleuse, La Mustang, etc. Par Paradis, ça donne un côté Vanessa Paradis rock, un peu rock, et puis un peu rock crade. Et donc, bon, elle est très belle dans ce film-là en plus. Vraiment, elle n'avait pas fait de film depuis 5 ans, depuis La fille sur le pont de Le avec Daniel Auteuil. C'était son retour au cinéma, elle avait trouvé le côté sympa, pétillant. Et voilà, encore une fois, c'est un film qui a été. TF1 ne savait pas comment le vendre, ce qui fait qu'il est sorti en plein été. Il a fait 240 000 spectateurs pour un budget entre 11 et 16 millions, c'est pas trop, quoi. La différence son de cloche. Et à la base, voilà, pareil, on a un côté très BD, et ça se suit facilement. Bon, la fin n'est pas très heureuse, mais c'est un film à redécouvrir parce qu'il est très singulier. À la base, c'était une BD, d'ailleurs, en bonus, à la partie DVD-ROM, il y a la BD de base qui était prévue, il y a le scénario du film aussi, il y a plein aussi d'interviews, etc. C'est très, très bien vu. Et voilà, c'est un petit film oublié, c'est dommage. Imparfait, je dis pas que c'est le meilleur du monde, mais c'est malheureux qu'on n'ait pas pu en plus voir la suite, parce qu'à la base c'était prévu quand même pour qu'il y ait une suite. Il y a une petite fin ouverte. Alors bon, bien sûr c'était pas la fin prévue à la base, on sait maintenant quelle était celle qui était prévue. Mais bon bref, il y a Poelvoorde, il y a des trucs complètement délirants. Moi ce qui me fait marrer c'est notamment dans le concours, il y a des Mexicains allemands. Voilà, est-ce que vous avez... Ah, c'est vous les Mexicanos? Ya. Et pour l'ambiance, vous comptez mettre un peu de chaleur quand même. Ah voilà. Je suis tombé en effet, j'aime bien cette période de la guerre, je suis tombé sur un film anglais, donc When the Day Well, voilà, comment dire, donc de 1942. Et finalement le pitch m'a non seulement intrigué, et le contexte. C'est qu'en effet c'est un film en pleine guerre, et qui raconte l'infiltration de soldats allemands dans un village anglais. Ils se font passer pour des soldats anglais, et peu à peu, donc en effet, ils se font renseigner par la résistance, sur et si les Allemands arrivent, quels sont les points du village, etc. Donc en fait, il y a une sorte de préparation, ils sont là pour préparer un débarquement allemand en Angleterre. Et c'est le 4e épisode, c'est le 4e et dernier épisode des Coffee Mitchell. Donc on est parlé 10 minutes, donc voilà, si vous voulez un peu plus cette version longue, c'est ça. Galère. Le coffret DVD de Paul Verhoeven, la période hollandaise, avec donc ses 5 premiers films. Il manque Spitters, hein, mais bon, je l'ai acheté en Blu-ray. Donc Business is Business, Turkish Delight, dont on sera amené à parler dans un épisode, notamment je crois que c'est sur les 100 millions de films à voir avant de mourir, donc c'est pour dans pas très longtemps. Cathy Tippel, en effet, Soldier of Orange qui est dans ces deux version cinéma, version Director's Cut, version longue, et qui pour moi est un des chefs-d'œuvre de Verhoeven, qui annonce d'ailleurs Black Book, et enfin le 4e homme aussi qui est très appréciable. Alors pareil, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que
voilà, si on prend les prix de ce matin, par exemple, moi je l'avais eu quelque chose comme 30-35 €. Voilà, ça commençait déjà à chiffrer. Maintenant, ce qu'on voit sur Rakuten, c'est 97 €. Je dis pas d'utiliser ça. Bon, après, ça dépend aussi entre occasion et neuf, mais je ne vois pas trop pourquoi il serait neuf. On est entre 115 € et 150 € sur Amazon et 137 € sur la Fnac, par exemple. Donc voilà, alors, bref, qui plus est, c'est vraiment investi dedans. Donc on est chez Metropolitan et chez Seven Video, puisque quasiment il y a des commentaires audio sur chacun des films. Voilà, que pour beaucoup ne sont pas sortis en Blu-ray encore, pas du moins en France. Non, donc vraiment c'est une pièce importante. Il y a cette édition de Mademoiselle de Park Chan-wook qui comprend en effet l'édition, la version longue avec je crois quelque chose comme 23 minutes en plus. On en reparlera dans le podcast aussi de Mademoiselle, notamment dans le top 2010. Voilà, c'est pas juste pour le plaisir de posséder un objet, c'est aussi parce qu'on aime le film. Moi, je l'avais vu en salle, j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, ce qui fait que parfois, là, on a des choses comme ça où on se dit, bah tiens, sans le savoir, on a des pièces rares dans notre collection, et finalement, c'est une des pièces, c'est le retour des morts vivants, voilà, de Dan O'Bannon, celui qui a notamment l'origine d'Alien pour ce qui est du scénario. Bon, maintenant voilà, ils l'ont ressorti en version standard, mais voilà, moins fourni et puis moins mise en valeur par ce packaging entre guillemets. Et là finalement ce qu'on voit c'est 150 € sur, parce que forcément c'est limité à 1000 pièces, voilà, mais 150 € sur Amazon et sur Rakuten et 240 € sur Amazon. Donc des fois, voilà, même sans le savoir, on a des 240 €. 240 €. C'était vraiment très intéressant. Plus riche, bon, voilà, je pense que tout le monde à peu près, voilà, quand on parle de bonus ou de richesse des bonus, c'est forcément voilà, le coffret version longue, la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Je ne veux pas trop épiloguer parce que c'est vrai que c'est juste pour dire, c'est vrai que quand on pense bonus, on pense, voilà, il y a quelque chose comme 26 heures. Certains font même jusqu'au 33 peut-être si on compte les commentaires audio. Voilà. Bref, voilà. Donc ça c'est pas très original, mais c'est forcément, quand on pense bonus, on pense en effet les Seigneurs des Anneaux. Bon voilà, voilà, je vais plutôt faire un film coup de cœur. Alors elle est connue puisque c'est ESC qui l'avait sorti. C'est l'édition en effet de 40e anniversaire de Zombie de George Romero, en effet le deuxième volet de la trilogie des morts vivants. C'était un Kiss Kiss Bang Bang, donc c'était une commande. Ce qui fait que ça a été tellement un succès qu'on a eu le droit aussi, voilà, peu à peu à plusieurs choses. La version de 4K aussi, voilà, qui est mise en place. Et dedans, on a aussi un livre de 152 pages. On a le film, je vais venir vite fait, en plusieurs versions. Et aussi, c'est pas fini, puisque, voilà, vu qu'on a retrouvé un nouveau film perdu de Romero, donc il va être ajouté, c'est ce qu'on attend pour peut-être 2021, le livre en plus de Julien Cévéon sur George Romero, l'œuvre, qui vient en plus de cette édition. Donc je veux dire, c'est pas encore fini, quoi. Il y a de quoi faire. 4 versions du film. On a celle en effet qui est la version européenne, donc qui est supervisée par Dario Argento. Il avait rajouté la musique des Goblins, et notamment, je pense quand Pathé avait refait une soirée était une fois avec Zombie, c'est cette version-là qu'on avait vue. Bien sûr, il y a la version donc, Director's Cut, donc 127 minutes, qui est la version américaine, donc bon, voilà, version d'origine. Voilà, bon, après, on aime moins, on aime mieux, etc. Bon, c'est le goût de chacun. Il y a une version totalement inédite, longue, qui avait été présentée au Festival de Cannes, donc où il y a en effet voilà, 45 scènes en plus. Au niveau du minutage, entre les versions européennes, on a quasiment 20 minutes en plus, voilà, donc des 45 scènes en plus, des scènes rallongées, des scènes avec des images et des sons différents, etc. Et après, bon, c'est plus pour le format, la version européenne, mais en version full frame, c'est un 1.33 pour la télé. Voilà, puis après, donc, dedans, il y a aussi voilà, 5 photos collector, etc. Et bref, on a, sur chaque Blu-ray, il a un intérêt, parce que soit on y trouve un commentaire audio, un coup c'est Argento, un coup c'est Romero, un coup c'est Claudio Simonetti qui faisait la musique, il y a ça. Tout ce qui est en effet documentaire
Sur chaque Blu-ray, il y a un documentaire différent qui en effet... Bref, si on veut faire le tour de ce film-là, c'est l'édition ultime. Voilà, donc bref, c'est aussi... je suis content parce que c'est aussi un truc où j'ai quand même participé à mon niveau, hein, forcément, mais je suis content aussi de voir que avec le côté passionné ou le côté amateur de cinéma, ça peut donner des très belles éditions comme celle-ci, et celle-là elle rend pleinement justice au film. Alors, encore une fois, c'est Romero, on démarre quand même avec La Nuit des Morts Vivants, mais là, on va dire c'est le premier film où il ne fait pas l'erreur des droits d'auteur, etc. C'est son film à lui. Ouais, puis quand tu fais des dons comme ça sur KissKissBob du coup tu te trouves en fait un peu le père en fait. T'es un petit peu un des pères de ce coffret quoi. De toute façon oui, soit c'est dans le livret, soit c'est dans forcément un petit bonus où c'est marqué les crédits et le nom apparaît. Soit dans le livret, soit dans le bonus, et là voilà, mon nom est dedans aussi. C'est beau. C'est beau, c'est beau, on a contribué. Un petit bébé, un petit bébé zombie. Voilà. Donc voilà. C'est de toute beauté. Dans le packaging original, en effet, il y a cette édition de 2006 de mémoire de La Mouche, alors l'intégrale en effet, puisqu'il y a 7 DVD, mais bien sûr, alors, il y a bien sûr la version 86 de Cronenberg, alors qu'il y a 2 DVD parce qu'il y a un DVD de bonus assez bien fourni. La Mouche 2 de Chris Wallace, qui est très discutable, qui est la suite, pareil aussi qui a 2 DVD. Et par contre, on a des films originaux de La Mouche, donc La Mouche Noire de 58, Le Retour de la Mouche 59, et qui était inédit jusque-là, La Malédiction de la Mouche de 65. Alors, pareil, voilà la version un petit peu télépod, il y a un petit élément hologramme où on voit Jeff Goldblum qui est dans son télépod et ça. D'ailleurs, je ne l'ai quasiment jamais ouverte, parce que finalement, je peux me procurer les films sur un autre support, et voilà, ça il est quasiment resté comme ça. On voit c'est des bonus où je verrai, mais c'est vrai que c'est un objet qui m'a toujours fasciné, donc c'est pour ça que je l'ai laissé dans son écrin. Et que bon, je pense peut-être qu'on fera pas d'unboxing là-dessus ou très rapidement. Mais oui, là, en édition télépod, et qui, bon, visiblement, semble épuisé. Bon, après, au niveau, comme c'est du DVD, il y a l'idée qu'elle est encore quand même abordable. De mémoire, quand j'avais regardé dans Magazine Laser, c'était autour de 45-50 € peut-être. Voilà, l'idée d'avoir le mythe de la mouche, parce que finalement, ce qu'on voit aussi, le fait d'avoir les mouches d'origine, bien sûr, c'est souvent le premier avec Vincent Price qui vaut le coup, on va dire, qui est un classique, interview, etc. Donc voilà, non, vraiment, si on veut faire le tour, en effet, de la mouche, voilà. Bon, bref, voilà, c'est le côté packaging, ça, pour moi, c'est bon, voilà, je serais parti sur 1900, mais j'aime bien ce côté original, voilà, c'est une pièce originale. Complètement. On a cette version télépod de 2006 qui semble épuisée aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est ce qui fait une belle pièce dans l'étagère. Bah, très bon choix. Ouais, tu m'étonnes, jamais vu. Ouais, j'avais jamais vu non plus, c'est beau. Ouais. C'est rare en plus pour des DVD et des Blu-ray d'avoir ce genre d'édition, que ce soit une figurine ou ce genre de choses, c'est assez rare. Oh non. Première chose, il y a une arlésienne, c'est celle en effet de la version longue d'Abyss, James Cameron, 89, mais même tout court, c'est-à-dire qu'il y a la version courte, il n'y a pas de Blu-ray, et même à la limite, il n'y a pas de version DVD décente, parce qu'il y a un gros problème de format, c'est du scope, et en fait il est proposé en 4/3, et Fox n'a jamais modifié cette erreur. Ce qui fait que quand on veut le faire passer totalement, qu'on regarde en plus en version originale, les sous-titres, on a une ligne sur 2, la deuxième ligne, elle est en dessous et on ne peut pas la voir. Je vais plutôt parler de quelque chose où je pense qu'on ne pourra pas le voir du tout, parce qu'il n'existe même pas de version DVD en France, et il y en a une tout juste, normalement la base de la base en 2017 aux États-Unis, c'est La Forteresse Noire de Michael Mann, qui date de 83, qui est un peu sur le film Maudit. Rapidement, voilà, si vous voulez avoir l'idée de quoi ça parle, donc c'est des nazis qui sont envoyés pour garder une vieille et mystérieuse forteresse en Roumanie. Et l'un d'eux, par erreur, donc les soldats, laisse s'échapper une force inconnue qui était prisonnière des murs. Donc, au départ, le cut d'origine, il faisait 3h30.
Donc déjà cette version-là, je pense que malheureusement on n'aura jamais accès. Que Michael Mann lui-même renie ce film. Donc, voilà. Mais par contre, il est très... Alors là, c'est vraiment une curiosité analysienne. Donc maintenant, c'est vrai qu'en fouillant, on arrive à trouver un vieux fichier tout dégueulasse. Bon, voilà. C'est un peu spécial, mais c'est des films précieux parce que première chose, il y a quand même, ce que je vois ici, Scott Glenn, c'est un gros acteur des années 80, qui est là, qu'on a revu dans Greenland, avec Charles Butler. Comment dire, on a vraiment une curiosité dans l'univers de Michael Mann, le côté fantastique, le côté aussi où le cadre européen, même dans les Carpates, etc., on va aller vers l'expressionnisme. On passe pas à côté d'un chef-d'œuvre total, mais on voudrait voir. Bon. Alors, nouvelle victime, parce que jusque-là, non. Et en fait, il a fallu qu'on en parle, enfin, du moins que ça, le gardien en parle aussi, pour que j'en ai un. Alors, là, on pourrait dire, il nous fait, grâce de sa présence, parce qu'il va vite repartir, hein, là, avec Rakuten, parce qu'en effet, c'est un DVD d'occasion, donc en effet, Need Gap, donc de Florian Miliosiri, qui date de 2002, donc un film enfin où Sami Nasseri est bon, donc il est arrivé, je me suis dit, tiens, je vais le regarder, et en effet, Blu-ray défectueux, et en regardant sur le site Blu-ray défectueux, je vois qu'en effet, l'édition de 2009, qui est celle-ci, est dedans, est dans la liste, et donc, voilà, en effet, je me retrouve sans pouvoir le voir, voilà. Il nous fait l'office de sa présence, mais il va vite repartir si le service client de Rakuten se bouge un peu le fion. Voilà. It's the Bon-Bon. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Là, en effet, on sort un petit peu du côté film, puisqu'on est dans les séries, à savoir la 4e dimension, le classique des classiques, hein, les 5 saisons, en effet, de la série dans les années 60. Et je me suis dit, bon voilà, rapport qualité-prix, qu'est-ce qu'on peut chercher? En fait, finalement, quasiment, on va dire, en extrapolant un petit peu, chaque épisode de la 4e dimension, c'est comme si on avait un court-métrage, voilà, un mini-film. Certes, le coffret fait 80 €, j'ai vérifié, mais je me dis, il y a 138 épisodes, donc 80 divisé par 138, ça fait un petit 50 centimes d'euros l'épisode. Qui plus est, avec quand même le gratin de ce qui sera le cinéma américain des 60-70, parce que voilà, on fait une petite liste des guest stars, il y a Robert Redford, bon, pour ceux qui aiment bien Star Trek, Leonard Nimoy, William Shatner, Burt Reynolds, Buster Keaton, puisque en effet t'es amateur, en effet, Master Mal-Aimé, donc Elizabeth Montgomery, Charles Bronson, Dennis Hooper, Peter Falk, donc Columbo, Martin Landau, James Coburn, Lee Marvin, Robert Duval, Ron Howard enfant, puisqu'il avait 5 ans quand il a apparu dans... Voilà, Patrick McNee, donc le John Steed de Jérôme Le Mot de Cuir, Lee Van Cleef, le Sentenza de La Beauté Truand, Sidney Pollack quand il était encore acteur, des réalisateurs, Telly Savalas, donc Kojak, et Gene Stockwell, donc Quantum, donc Hal, et puis peut-être vite fait Donald Pleasance. Bon, bref, l'embarras du choix on y fait au niveau des acteurs, et puis toujours une grande qualité, des bonus aussi, hein, là, il y a même un DVD de bonus, et en fait tout ça remasterisé pour la version Blu-ray, donc vraiment une pièce de collection. Voilà, je me suis dit, bon, voilà, on va peut-être sortir un petit peu du côté film, mais bon, on a quand même un côté où la 4e dimension, ça a amené beaucoup de twists qu'on trouve encore dans les films fantastiques d'aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de tiens, ça rappelle tel épisode de la 4e dimension. Et c'est quasiment, on a un concept, un high concept par épisode. Donc voilà, on peut rattacher vraiment avec le cinéma, c'est un bel objet. L'édition est très bien refaite. On retrouve vraiment avec plaisir
vraiment les épisodes et la texture, etc., le grain, le côté argentique. Non, vraiment, bon, l'intégrale, la 4e dimension. Voilà, enfin, je pense que c'est pas trop trahir hein, le côté attachement au cinéma, parce que finalement, ça rappellera beaucoup de choses. Voilà, quoi. Bah moi en fait c'est marrant parce que j'ai le coffret DVD, le même, 60e anniversaire, mais qui est beaucoup plus petit. Oui. C'est incroyable la différence de taille entre l'édition Blu-ray et l'édition DVD. Oui, là c'est vraiment l'objet. Bon après voilà, je pense que pour être honnête, voilà, la surface, voilà, elle est très. Voilà, c'est très dans l'esprit de la série. Le packaging intérieur est beaucoup moins heureux entre guillemets. Bon, c'est beaucoup de petites pochettes avec 4-5 épisodes par Blu-ray. Mais oui, c'est pas l'intérieur n'est pas très heureux. Ouais. C'est vrai que c'est un petit gris, c'est pas forcément très facile à prendre. Bon, voilà, après l'important c'est le contenu des Blu-ray. Tu l'as vu? Alors il faut rappeler aux gens que quand même celui qui est à l'origine de notre podcast et qui est donc à l'origine de notre réunion tous les trois, c'est toi Gravelax. C'est notre podcast, mais c'est toi qui es à l'origine. Tu es sur le trône, hein. C'est le saint-père de Tu l'as vu. Donc est-ce que pour nous donner l'exemple, il y aurait des films que tu aurais achetés spécialement pour le podcast? Je vais rester dans votre ligne, en effet, des 2 premières vidéos, à savoir que vous avez acheté du GG. Oui, voilà, forcément. Et à pleines dents. Et à pleines dents, oui, ben voilà. Donc, un peu plus heureux dans son achat. Moi aussi, voilà, on a dû acheter du GG aussi de mon côté. Donc, à savoir que pour donc l'épisode de GG dans les années 90, il a fallu trouver en effet La Machine de François Dupeyron, qui date de 94. Le problème, c'est que le DVD n'existe pas en France, il existe en Allemagne, voilà, comme Le Goût des Merveilles. Et donc on a Dice Machine, voilà. Et pour l'épisode qui sortira, donc GG 2010, c'est le 26 novembre. Voilà, le 26 novembre. Donc United Passion, donc en effet le film vraiment hagiographique sur la FIFA, de sa naissance jusqu'à 2004, en effet, donc assez hagiographique notamment sur Sepp Blatter, voilà, joué par Tim Ross. Alors bon, bien sûr, un film qui est très, voilà, au sort très malheureux, puisqu'il a coûté quelque chose comme voilà, une petite vingtaine de millions d'euros, qui en a rapporté aux États-Unis, qui en a rapporté donc 923. Hein, voilà, bon, pas une très bonne année. Bon, bien sûr qu'il y a eu un très mauvais timing, puisque on en parlera dans l'émission. Hein, il est sorti quelque chose comme 15 jours après l'inculpation de Sepp Blatter pour avoir quand même un peu de pot de vin pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Bon. Et après c'est pareil, c'est pas ce qu'on dira, c'est pas en soi, c'est pas un mauvais film, c'est un film quand même qui sent la naphtaline, on peut pas dire, c'est très, très scolaire, il n'y a rien qui dépasse, entre guillemets, mais bon, il y a le timing, et puis bon, avec Sepp Blatter comme ange sauveur de la FIFA, et puis finalement ce qui arrive, c'est très, très compliqué. Donc voilà, il a fallu mettre la main à la page, c'est United Nation. Cadeau, distribution, cadeau, t'en as pas eu, lève la main, t'en as pas eu, tiens, pousse-toi. Ça c'est genre le film qu'on m'a demandé de regarder à peu près 25 fois et je l'ai pas encore fait, c'est honteux. Là on a en effet une édition qui est un cadeau, et en effet donc Sorcerer, je vais en discuter vite fait, et en effet il y a eu la doublette avec le livre donc, de Samuel Blumenfield, qui est notamment critique au Monde, qui est aussi sur l'histoire du film en lui-même. Donc on est chez l'Arabia comme excellent éditeur en effet donc pour les deux pièces. On va expliquer rapidement de quoi ça parle. Donc c'est une sorte, si on fait très court, du remake du Salaire de la peur de Clouseau. Bien sûr Friedkin, qu'on connaît pour l'exorcisme notamment, French Connection, il a mis quand même son savoir-faire, notamment aussi en voulant aussi tourner dans la jungle. Notamment il y a une scène du pont en pleine tempête qui est tournée en réel et qui est vraiment impressionnante. Là, Sorcerer, le problème, ça devient un bide parce qu'il sort le même jour, quasiment à la même période que Star Wars. Voilà.
Précisément. Et donc, en effet, ce problème, c'est ce qu'on voit, c'est que il y a énormément, pour l'histoire du film, il y a énormément de moyens mis en œuvre, moyens humains, un tournage épuisant, un tournage aussi qui ne se fait pas avec les personnes prévues, puisque à la base, on a 4 personnes, 4 acteurs, 4 personnes qui doivent conduire le chargement de dynamite à travers le désert, à travers la jungle, etc. Donc on avait notamment, pour ce qui est de l'américain, ça devait être Steve McQueen, mais ça a été Roy Scheider, Monsieur Brody de Les Dents de la Mer, hein, parce qu'en effet, Friedkin ne s'était pas mis d'accord sur le fait que Steve McQueen ramène Ali McGraw, qui était sa compagne de l'époque, et qui lui donne un rôle dans le film. Donc il ne voyait pas être autant de temps avec Ali McGraw qui ne travaillait pas. Et donc, s'il y avait eu Steve McQueen, il devait y avoir Lino Ventura. Finalement, dans le livre, on voit la lettre de Lino Ventura à William Friedkin qui dit finalement, on ne peut pas se mettre d'accord, je ne ferai pas le film. Dans la version là, on a aussi le scénario, la réplique du scénario, ici. Et bref, un film maudit qui longtemps aussi n'a pas été visible dans sa version intégrale et qui finalement, au début des années 2010, a commencé à en reparler et puis finalement il a pu ressortir et finalement c'est ce qui fait que on peut l'avoir aujourd'hui dans cette belle édition, parce que jusque-là c'était en VHS, pareil en version tronquée, donc c'était quasiment aussi un film invisible. Donc là aussi, un très beau cadeau, parce que non seulement on a un très beau cadeau, parce que non seulement on a la version collector, entre guillemets, plus en très bon complément, il n'y a pas de redite. Un très bon livre. Et dedans aussi, dans les bonus, notamment, il y a l'interview de Friedkin par Nicolas Winding Refn. Qui, alors, le problème aussi, c'est qu'il parfois il prend un peu la recette dedans. Il se compare. Voilà. Salut l'internet, c'est Jojo Bernard. Si Sylvain et Franck qui commencent à se faire vieux, on emprunte le même chemin. Non, je préférais faire confiance à la jeunesse. J'ai misé sur un jeune youtubeur qui s'appelle Kaza. Voilà. Je sais pas qui c'est. Non plus. Salut. Voilà. Et donc oui, qui dans sa dernière vidéo parlait éventuellement en effet de... Enfin, c'est même pas la dernière vidéo, c'est qui... En effet, en préparant les émissions, m'a parlé en effet du DVD Ne coupez pas, parce qu'il n'existe aussi là aussi qu'en DVD. Fait donc un film japonais, donc c'est le réalisateur c'est Shinjiro Ueda, quelque chose comme ça. Donc un film qui date de 2017, qui en effet a fait sa réputation par le bouche à oreille vraiment, parce que à la base je crois qu'il y avait quelque chose comme 2 ou 3 salles au Japon où c'était projeté, puis peu à peu ça a pris de l'ampleur et ça nous vient à nous en effet par une petite maison d'édition qui le propose donc, justement en DVD, en version sous-titrée japonaise. Et le principe de ce film-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'auraient pas vu, c'est d'en dire le moins possible. De dire aussi de ne pas se limiter qu'aux premières minutes, qu'à la première demi-heure, et se laisser aller dans le film, parce que voilà, il propose beaucoup de choses, notamment en fonction de retournement au niveau de la narration. C'est comme ça, il ne faut pas en dire plus. En gros, pour faire simple, ce film c'est un bordel, mais un bordel maîtrisé. Mais en fait, lisez le titre et vous avez compris ce qu'il faut faire. Il ne faut pas arrêter le film. Ça ne coupez pas. Zombie mono de namachuke de one cut. やっていただけますか? Et voilà, c'est le moment de conclure cette vidéo. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était instructif. Ah ouais, comme toujours avec Gravelax, donc... C'est bon, on l'écoute parler, ça vient tout seul. Ouais, vous allez voir, c'est riche, quoi. D'ailleurs, on a envie de vous faire une petite surprise, c'est le moment de tourner la caméra et vous montrer... Enfin. Qui est Gravelax. Vous allez voir, c'est du lourd. Regardez. Allez, salut. Gravelax. C'est nickel.